contrôle des investissements étrangers. Avec cette polémique qui a envahi le champ du politique, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon critiquent la vente de LBM Group au groupe américain Lowe, je ne sais pas si on prononce Loa ou Lowe Group. LMB Aeronautics fournit des ventilateurs, notamment dans le secteur de la défense. C'est une PME de la BITD, comme on dit, la base industrielle et technologique de défense, qui vend à des Rafales, à des sous-marins. Alors, la grande question, c'est fallait-il la vendre aux Américains ou pas ? Jean-Marc, commençons. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire de LMB parce qu'elle n'a pas été racontée. D'abord, absolument. Savez-vous ce que signifie le B de LMB ? C'est belge. LMB, parce que je croyais que c'était américain, moi, LMB à l'origine, et que la moitié de sa vie était... Alors je vais vous raconter l'histoire de LMB parce qu'elle est intéressante et qu'elle permet d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui. LMB, c'était la Magnéto belge. C'est une entreprise créée pendant l'entre-deux-guerres en Belgique. Le chef de cette entreprise est un patriote, il a des convictions solides. 1940, les Allemands se pointent sur la Belgique. Il organise le déménagement de ses ouvriers et de ses machines dans la nuit avec des camions. Il va en France. Et il va en France, il veut être loin de l'Allemagne, donc il va jusqu'en Corrèze. Il débarque en Corrèze. Il construit son entreprise, il reconstruit son entreprise à côté de Brive. Et d'ailleurs, ensuite, le nom est changé. Ça de LMB devient le moteur de Brive, donc on garde le même nom. Ah oui. Et on change le... C'est joli. Génial. Ah oui. Donc, l'entreprise fait son business, de la mécanique électrique, enfin, du matériel électrique. Et puis en 1987, le courageux chef d'entreprise belge qui a pris racine en Corrèze, passe la main, il décède et pas de repreneur. Donc, qui reprend ? C'est une entreprise de défense américaine qui a vu ce qu'elle pourrait faire de ça. Elle avait un besoin, donc elle a identifié le besoin en France. 87, c'est un moment où la France allait pas très bien. Il y a plein d'entreprises françaises qui sont passées sous les mains étrangères. Mon journal Les Échos est passé sous les mains entre les mains d'un autre anglo-saxon qui s'appelait le Financial Times. Donc, c'était un moment qui était un peu compliqué. Donc, cette entreprise passe dans des mains américaines. L'entreprise de défense spécialisée dans la défense trouve que finalement, c'est même pas assez spécialisé pour elle. Elle revend à un Américain plus généraliste qui s'appelle Honeywell. Honeywell, à son tour, à un moment, veut vendre. Donc là, nous sommes, je crois... 2012. Et qui achète donc... ce sont des fonds qui sont constitués par des grandes entreprises françaises du secteur. Donc il y a un vrai réflexe intéressant là-dessus. L'entreprise est rachetée. Et puis ensuite, il y a donc Tikeo qui prend la main pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, qui revend. Si vous regardez le capital risque, acheter une entreprise et la revendre au bout de 5 ans, c'est la norme. C'est comme ça. C'est normal. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'acheteur français. Tikeo cherche à vendre, pas d'acheteur français, pas d'acheteur européen, et qui va racheter un Américain. Alors vous allez me dire, c'est catastrophique. Que fait LMB ? Alors ça fait partie du tissu d'entreprise française qu'il faut préserver, ça, il n'y a absolument pas de doute. Mais ce n'est pas de la rocket science. Allez voir sur le site de LMB, oui. Vous verrez, c'est des petits ventilateurs, des petits, des gros ventilateurs, mais c'est des ventilateurs d'ailleurs. Ventilateur à 5 millions quand même, le ventilo. Non, mais mais d'autres en produisent, Safran, Thales. Voilà, j'en vois un notamment qui fait des pompes extrêmement sophistiquées. Absolument, et on salue Laurent Monski. Voilà, et donc c'est un vrai savoir-faire, mais bon, c'est pas il fabrique pas des fusées, il fabrique pas des avions de chasse. Mais c'est des centaines d'emplois sur le plan local. Qu'est-ce qu'on fait, sachant que personne ne veut reprendre en France et en Europe, qu'on a des problèmes de financement derrière qu'a évoqué Christian d'un mot, mais on n'a pas de fonds de pension, on n'a pas une industrie française du capital et européenne du capital risque assez puissante, on n'a pas d'union des marchés des capitaux qui permettrait aussi d'ouvrir le jeu, enfin on a plein de... Et donc qu'est-ce que vous faites de cette entreprise qui ne fait pas de la rocket science, même si c'est un maillon industriel important ? Eh bien je pense que c'est très difficile d'avoir une autre réponse que celle qu'on a donnée. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? On aurait pu forcer
un grand industriel français a racheté, Safran, voilà, a racheté ça. Donc, mais ça, c'est pas comme ça qu'on fait généralement de la bonne industrie. L'étatisme dirigiste ne va pas jusque-là. On aurait pu nationaliser, mais je rappelle que nous sommes dans un secteur de la défense où les prix de vente sont déjà extravagants parce qu'on n'a pas assez de concurrence. Et donc, si vous passez d'un privé en situation d'oligopole ou de monopole à du public en situation hyper monopolistique, vous n'allez pas arranger ce point. Donc, je ne vois pas bien quelle autre solution on aurait pu avoir. Alors, on peut avoir plein de regrets, ça, il n'y a pas de doute, mais je pense qu'on est dans une... Si l'entreprise aussi chiffre d'affaires, c'est 42 millions de chiffre d'affaires, alors comme la défense... Qui est vendu 400 millions, je crois, à peu près. Comme la défense est un secteur en plein boom, ils espèrent faire plus 50% cette année, et c'est normal. Mais est-ce qu'il faut faire tout ça ? Non, moi je pense vraiment qu'on a un assaut de démagogie politique comme on adore les avoir en France. Oui, Jordan Bardella a dénoncé la grande braderie des entreprises françaises et Jean-Luc Mélenchon, une trahison. Que proposent Jordan et Jean-Luc ? On ne les a pas entendus, on les a entendus dénoncer. De taxer le capital, souvent, beaucoup. Oui, d'accord, mais on en aurait encore moins LMB, en France. Qu'est-ce qu'on fait pour LMB ? Eh oui. Alors, sur ce point, Christian Saint-Etienne. Ce qu'a dit Jean-Marc, c'est le constat. Donc, malheureusement, c'est exact. Et la question, c'est quand on revient au début de l'émission, qu'est-ce qu'on fait pour les 10 prochaines années ? Est-ce qu'on continue d'aller dans cette direction ? Non, mais je rappelle quand même que l'État garde une golden share, qu'il y a des garanties de maintien de l'emploi, que l'entreprise ne bouge pas du sol français pour l'instant. Non, mais bien sûr. Et qu'on fait attention à la propriété industrielle et surtout aux informations sensibles que pourrait avoir LMB, effectivement, vis-à-vis de ses donneurs d'ordre. Alors, j'aimerais... Dernière précision, pardon. Les espoirs de marché et de croissance du marché de cette entreprise, actuellement, sont aux États-Unis. Aux États-Unis, qui va augmenter son budget militaire de 1000 à 1500 milliards de dollars d'ici 3-4 ans. Alors, néanmoins, vous avez prononcé tout à l'heure un mot qui semble étrange, qui est le BIDT, qui est la base industrielle de défense. Donc, ça, c'est très important. Les États-Unis couvent leur base industrielle de défense depuis plus de 50 ans. C'est un des sujets majeurs là-bas. Donc, la France a été très négligente sur ce sujet jusqu'il y a très peu. On a maintenant des changements de la législation et de la réglementation qui font que, justement, on a fait ce que vous venez de dire, c'est-à-dire prendre un certain nombre de précautions. Oui. J'aimerais quand même voir jusqu'au bout, parce qu'il y a un exemple, il y a quelques années, c'est un exemple que je connais bien, mais donc il y a énormément d'exemples depuis, c'est quand Saint-Gobain a acheté une entreprise aux États-Unis qui travaillait dans les secteurs de Saint-Gobain, mais avait aussi une usine qui travaillait pour la défense. Les États-Unis ont dit « Ok, vous pouvez racheter l'entreprise, mais pour l'usine, nous prenons les dispositions suivantes. Oui. Il faut garder un directeur américain. Les actionnaires qui rachètent cette entreprise ne pourront pas rentrer dans cette usine. Donc Saint-Gobain ne pourra pas rentrer dans cette usine. Et quand on prendra des décisions d'investissement sur cette usine, dans le conseil d'administration, les représentants de Saint-Gobain devront quitter la pièce et on devra prendre une décision la plus objective possible. Donc, je ne sais pas si on va jusque-là pour cette entreprise, mais ça montre que avoir un œil extrêmement sagace sur le maintien de sa base industrielle de défense, c'est quelque chose de très important. C'est ce qu'on fait. Enfin, la question, Jean-Marc. On a progressé là-dessus. Mais maintenant se pose la question de demain. C'est que quand Dassault a voulu doubler sa production de Rafale mensuellement, le problème, c'est que ses sous-traitants n'avaient pas la capacité de développer la production de pièces permettant à Dassault de doubler sa production. Donc, on a commencé à travailler là-dessus, mais on voit que c'est toute une approche, la réindustrialisation, c'est une réflexion par filière dans laquelle on s'interroge
sur la capacité des sous-traitants de se développer en même temps que les donneurs d'ordre. Alors il y a sur ce point une approche nouvelle qui dit non, il ne faut pas réfléchir en filière, il faut réfléchir en produit. Oui. Alors c'est juste à rire, parce qu'une filière, ça produit justement des produits, mais je pense que quand on réfléchit en filière, on a en tête à la fois la souveraineté et le développement de l'emploi productif, alors qu'en produit, on casse l'imaginaire. Donc effectivement, les filières, c'est pour des productions, mais il faut que la France se donne des instruments de développement. On a 500 milliards qui dorment sur les livrets A. Personnellement, je pense qu'on pourrait en mettre 100 milliards pour le développement de l'industrie et des filières. Bon, Olivier Redoulès. Moi, je trouve ce débat assez lunaire parce qu'en fait, donc je rejoins complètement le point qu'a fait Jean-Marc sur. C'est complètement hystérisé. On voit que et ça pose quand même le problème de l'extension du domaine de l'État dans la vie économique, parce que de fait, en fait, comme on politise beaucoup la vie économique, parce que l'État intervient beaucoup, en fait, tout sujet économique devient prétexte à avoir un débat politique complètement fou. Mais là, ce qu'on voit, c'est que les questions de souveraineté vont venir très très fort dans la campagne de 2027. Mais aux États-Unis, qui n'est pas dominé par l'État, ils ont les mêmes préoccupations. Ils ne font pas tout bien. On n'est pas obligé de faire tout pareil qu'eux. Il y a des choses qui font bien et des choses qui font peut-être moins bien. Et je pense qu'il faut faire le tri entre les deux. Non, je pense que d'abord, il faut rappeler que les entreprises étrangères, elles constituent une part importante d'emploi, une part importante d'emploi industriel. Elles exportent. Elles paient en général même mieux que les entreprises françaises, parce qu'en général, qu'elles viennent en France, c'est pour chercher des compétences, des choses particulières, et qu'on gagne à avoir des entreprises étrangères sur notre territoire. Par ailleurs, en fait, la possibilité de revendre une entreprise étrangère, alors Jean-Marc a rappelé la mécanique de la croissance de cette entreprise au cours des dernières décennies. En fait, la capacité à revendre à un bon prix, ça fait partie de l'intérêt à investir. C'est-à-dire, si à un moment donné... La cession fait partie de la vie normale des affaires. Investissez, mais vous ne pourrez pas revendre, parce qu'à un moment donné, l'État vous dira non, ça c'est moi, etc. Qui va investir? Personne ne veut investir à perdre. Alors, en plus, quand on ressort, comme on l'a fait en France depuis quelques mois, le sujet de la taxation du capital, qui va notamment cibler les actionnaires privés, les actionnaires particuliers, qu'ils soient français ou étrangers, c'est quand même compliqué de faire venir un actionnaire qui investisse là-dedans en se disant que peut-être à la prochaine alternative politique, il va devoir tout perdre, rendre à l'État. Alors après, on parle, pour moi, le rôle de l'État là-dedans, c'est déjà d'avoir une trajectoire de dépenses claire sur la dépense, sur la défense, de se tenir à ce qu'il a annoncé, de donner des perspectives. Je ne sais pas où en sont les commandes, en fait. Ça, j'ai l'impression la Direction générale de l'armement avait promis de donner de la visibilité à toutes les PME de la base industrielle de défense. On attend encore les commandes, effectivement. Comme Christian le mentionnait, effectivement, la base industrielle de défense, en fait, technologique de défense, c'est toute une chaîne de sous-traitants. Ça va de proche en proche, mais s'il n'y a pas les commandes en face, et c'est les petites entreprises, on imagine toujours de très grands groupes, c'est beaucoup de PME d'une cinquantaine de salariés. Et puis après, si l'État considère que c'est très important, on pourrait nationaliser, mais c'est pas nationaliser, ça c'est stupide. On a fait d'autres choix, en fait. Non, mais si on considère que c'est vraiment super stratégique, je ne pense pas que ce soit le cas. Dans ce cas, il faut nationaliser, mais 400 millions, c'est même pas 0,1 point de revalorisation des retraites. Donc, on a fait d'autres choix, en fait. On a plutôt dépensé beaucoup d'argent dans notre modèle social, et notamment pour nos retraites. Et du coup, en fait, on n'a pas cet argent-là pour investir dans des secteurs stratégiques. Alors, peut-être donc, ça pas dans celui-ci, mais revient au modèle social. Au modèle, toujours. Pas seulement social, mais au modèle stratégique. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut comme France? Est-ce qu'on veut une France où on lisse, comme on disait tout à l'heure? La guerre ou la retraite heureuse, Christian? Non, mais on peut avoir une retraite heureuse après une vie où on a développé l'activité. Je voudrais rappeler un point sur tout ce qui est souveraineté. Si on remonte un peu dans le temps, et d'ailleurs c'est au moment-là où toutes les considérations de souveraineté sont nées, c'est au moment du Covid. Le traitement des masques. Le contrôle IEF. Le contrôlement des masques. Antérieur. En fait, toute l'obsession française. Bien sûr. D'ailleurs, c'était lié parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tout d'un coup. La prise de conscience sur le manque d'autonomie. Mondial ne fonctionnait pas comme on le passait. On pouvait devoir attendre notre tour pour avoir accès à aux masques ou autre. On s'est rendu compte quand même quand l'État a voulu gérer les masques, ça s'est pas très bien passé. Quand c'est la distribution avec toute sa logistique, avec tout son savoir-faire qu'il a géré, on a eu des masques partout et pas très coûteux. Donc moi, je serais plutôt tendance à dire laissons les industriels faire, soyons clairs en termes de trajectoire, donnons de la confiance et ça suffira.
Jean-Marc. Oui, moi je veux revenir sur l'histoire des masques parce que j'ai cité tout à l'heure l'entreprise Honeywell. Oui. L'entreprise Honeywell a fait des activités assez différentes, assez disparates. Conglomérat. Elle avait acheté en France une usine de masques, figurez-vous. Et cette usine de masques, un beau jour, l'État a dit, je crois que c'était 2016, 2017, l'État a dit on n'a pas besoin de masques, ça ne sert à rien, ces histoires d'épidémie, on nous embête avec ça. On a des stocks qui étaient en fait en train de pourrir. Et donc, Honeywell a perdu son principal client, a fermé l'usine. En 2020, quand l'épidémie éclate, on dénonce ce salaud d'Américain qui a fermé une usine pour des raisons de rentabilité. Donc, ce n'était pas un salaud d'Américain qui avait fermé pour une usine de rentabilité. C'était l'incurie d'une décision publique absolument essentielle et qui a amené cette entreprise américaine à contre-cœur à fermer ses portes. Et donc, voilà, la gestion publique est même quelque chose de très, très compliqué dans les affaires privées. Alors moi, je continue sur les masques et je vais faire plaisir à Olivier. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans la panade totale. Effectivement, l'État bousille la commande de masques. Même des privés qui arrivaient à avoir des masques, c'est l'État qui les prend. Du coup, ça casse toute l'adaptation. On peut choper les masques. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans la panade et la panique, on essaye d'avoir des entreprises qui produisent des masques. 200 entreprises modifient leur organisation et produisent des masques. Les chaînes de production. On arrive à produire 40% des besoins en urgence absolue. Magnifique, incroyable. Olivier est très heureux. Qu'est-ce qui se passe dès que la crise est passée? Eh bien, tout à coup, c'est parce que qui commande des masques? Les hôpitaux, ainsi de suite. Oui. Les 200 entreprises françaises, elles produisent à un coût supérieur aux Chinois. Est-ce qu'on se dit, vu la claque qu'on vient de se prendre, on va en conserver certaines? Non, pas du tout. Et on revient à la production chinoise. Donc, elles ont tout arrêté de produire en France. Donc, effectivement, on a un problème de vision stratégique de l'État, mais l'État dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que le ministère de la Santé en France, ça je le dis publiquement, et le ministère de la Santé en France a cassé l'industrie de la pharmacie en France. On était le premier producteur pharmaceutique en 2000, on est tombé au 5e rang. Oui. Il est incapable d'avoir une vision stratégique de long terme où il dirait on s'assure au moins 30 ou 40% de la production de masques sur le territoire. On fait des commandes de long terme. On fait des commandes, d'ailleurs, sur appel d'offres. On voit quelles entreprises produisent le moins cher en France parce qu'on en a besoin. Mais il n'y a aucun pilotage de long terme dans ce ministère qui est un des ministères les plus destructeurs de l'intérêt et de la santé du pays à long terme.